Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de ma série consacrée au film de la licence Pokémon. Aujourd'hui, nous entamons la 6ème génération, à savoir XY, avec son tout premier film, Diancie et le cocon de l'annihilation. Nous sommes donc déjà rendus au 17ème film, celui-ci m'ayant pour le coup très peu marqué, je dois bien l'avouer. A vrai dire, c'est même le cas pour les 3 films de la 6ème génération, et cela est certainement dû en grande partie au fait que ce sont ceux que j'ai le moins revisionnés jusqu'ici, alors forcément, ça tombe sous le sens. Mais malgré tout, revoir ce film m'aura quelque part permis de le redécouvrir sous un nouveau jour, me permettant ainsi une approche et une réflexion différentes de l'époque de ma découverte de ce dernier, probablement là encore lors de sa première diffusion française sur Gulli. Par ailleurs, sachez que même si le doublage français de ce film aura été réalisé au beau milieu de l'année 2014, celui-ci n'aura finalement été diffusé bien plus tardivement chez nous, en mars 2015 donc, soit quasiment un an et demi après son prédécesseur. En effet, le succès de la licence n'étant plus vraiment à son top niveau par chez nous, France Télévisions aura longuement hésité avant de diffuser puis commercialiser ce film en France, ce dernier n'étant finalement pas sorti en DVD avant le 4 novembre 2015. Bref, pardonnez-moi pour ce petit aparté. Nous ne sommes pas encore dans la partie consacrée aux anecdotes, mais je voulais tout de même revenir là-dessus en début de vidéo pour répondre aux éventuelles interrogations sur le sujet, ou bien si jamais d'autres personnes se sont demandé, comme pour ma part à l'époque, pourquoi l'attente était étrangement longue pour les sorties françaises liées au film de la 6ème génération. Ceci étant dit, recentrons-nous sur le film en lui-même et je vous propose de ne pas perdre plus de temps et de rentrer plus en détail dans le vif du sujet comme d'habitude. A défaut de faire dans l'original, ce film part une nouvelle fois du constat que le Pokémon fabuleux mis en avant ici devra effectuer un voyage initiatique. Sauf qu'ici, c'est Diancie qui doit découvrir le monde qui l'entoure pour ainsi mieux le comprendre et en assumer ses responsabilités ainsi que son devoir en tant que princesse. Cette dernière étant portrayée ici comme étant très naïve mais surtout complètement ignare, c'est grâce à son voyage aux côtés des héros qu'elle découvrira les deux facettes principales de ce monde, représentées ici à la fois par les héros mais aussi par les différents antagonistes, en plus des 2 Pokémon légendaires phares de la 6ème génération, portrayant à la fois la vie et la mort. Et même si j'ai personnellement un réel problème avec le rythme de cette aventure que je trouve très lent et rempli de passages que l'on pourrait qualifier de plutôt plats, ces derniers n'en sont mine de rien pas moins utiles au bon développement de Diancie, notamment de par sa relation avec les héros. Des passages de réflexion avec Sacha, ou encore d'autres plus orientés tranches de vie comme au tout début du film, où dès qu'ils rencontrent Diancie, les héros vont ainsi se faire un restaurant. Parce que pourquoi pas après tout. Ou encore toute cette longue séquence au centre commercial avec Serena et Clem par exemple. Plus sérieusement, tout cela fait aussi partie du voyage après tout, car c'est grâce à ce genre de moments que l'on forge des liens. Des liens qui deviendront importants pour Diancie au point de finalement prendre de l'assurance de par ses différentes expériences, permettant ainsi de maîtriser ses pouvoirs le moment venu. Et pour le coup, force est de constater que les héros auront ainsi eu une réelle influence sur le Pokémon phare du film, ce qui est mine de rien assez rare pour être signalé, en tout cas à ce point-là. Et c'est justement grâce à cela que Diancie brillera malgré tout bien plus que Shaymin ou encore Keldeo à mon sens. Car même si j'ai encore une fois beaucoup de mal avec le rythme du film, je trouve que contrairement aux autres, on peut malgré tout vraiment s'attacher au personnage de Diancie, qui est au final bien mieux exploité et réussi dans son idée ainsi que sa morale. Mais pour revenir plus en détail sur les Pokémon légendaires, on peut bien évidemment noter leur présence dans ce film, avec notamment Xerneas qui est littéralement ici le point de la quête de Diancie. Celui-ci nous est donc teasé très tôt dès le début du film, pour bien évidemment n'apparaître qu'à la toute fin face à Yveltal, histoire de s'opposer à toute cette fatalité et ainsi offrir la chance du renouveau par le symbole de la renaissance. Grosso modo, il apparaît pile une fois que Yveltal a entre guillemets tué tout le monde, histoire de créer ainsi un happy ending. Alors certes oui, j'exagère un peu, car Xerneas était déjà apparu plus tôt en plein milieu du film afin de balancer 2 phrases parfaitement génériques à Diancie pour ainsi la remotiver vis-à-vis de son pouvoir. On peut d'ailleurs noter la fameuse scène de la présumée mort de Pikachu, entre guillemets, qui aura au final duré approximativement 20 secondes grâce à ça. Bref, c'est sans doute le plus gros pétard mouillé de l'histoire de l'anime. Plus sérieusement, et même si on pourra tout de même regretter sa faible mise en avant dans ce film, Xerneas aura malgré tout techniquement rempli son rôle de manière plutôt suffisante au final. Et il en va de même concernant Yveltal d'ailleurs, qui lui remplira parfaitement son rôle pour le coup. Aussi simple que terriblement efficace, voire carrément même effrayant en réalité dans ce film, il met clairement la pression dès le moment où il intervient afin de vraiment représenter la fatalité qui s'abat sur le monde. Et enfin, pour finir sur les autres personnages du film, eh bien ils sont mine de rien plus intéressants qu'il n'y paraît, en tout cas à mon sens. Je veux dire, on parle quand même ici de voleurs à l'allure plus ou moins charismatique, mais ces derniers n'arrivent même pas à mettre la main sur Diancie alors qu'elle se déplace aussi rapidement qu'une chenille, bordel. Et je suis désolé, mais c'est tout bonnement honteux d'en arriver là. Mais malgré cela, et un détail que j'apprécie tout particulièrement, c'est qu'ils vont eux aussi représenter cette fameuse thématique des liens. Avec d'un côté Mila et son père Richard, mais aussi Lance et Marissa qui se tourneront autour tout au long du film, au point de finalement se rapprocher face à la fatalité provoquée par Yveltal. Car les deux vont ainsi se rendre compte que risquer leur vie inutilement de la sorte n'en vaut pas la peine, le tout créant ainsi un shipping véritablement surprenant et qui fonctionne plutôt bien d'ailleurs je trouve, et d'autant plus au vu du générique de fin visiblement. Vous l'aurez compris, c'est une idée aussi inattendue que sympathique pour le coup, en plus de servir à cette thématique des liens encore une fois.
Passons maintenant aux anecdotes autour de ce film et commençons donc avec ses inspirations tirées du Canada. Et oui, ironiquement, et même si la région des jeux XY, à savoir Kalos, est quant à elle basée sur notre France nationale, Kunihiko Yuyama, le directeur du film, s'est donc rendu avec son équipe chez nos amis francophones afin de visiter quelques lieux plus ou moins iconiques du pays. En effet, celui-ci raconte qu'il voulait y intégrer plusieurs environnements plutôt typés européens, que ce soit de grandes villes ou de beaux paysages. Et visiblement, force est de constater que tout cela se retrouve parfaitement au Canada, en tout cas d'après Yuyama et son équipe. Mais ce n'est pas tout, car ce dernier raconte également que de représenter autant de beaux paysages au sein de ce film servirait également à exprimer le cycle perpétuel de la vie et de la mort, bien évidemment représenté ici par Xerneas ainsi qu'Yveltal. Et c'est ainsi que nous pouvons retrouver des paysages repris d'Ottawa, Stratford, Toronto, bien évidemment la ville de Québec, mais aussi les chutes du Niagara et enfin le parc national de la péninsule Bruce. Mais sachez qu'il ne s'agit pas là de la seule raison pour laquelle le Canada fut choisi comme l'inspiration principale de ce film. A vrai dire, cela a surtout rapport avec le Pokémon phare de ce dernier, à savoir Diancie. Et oui, car si jamais vous l'ignoriez, le Canada est encore aujourd'hui le 3e plus gros producteur de diamants au monde. Il faut savoir que c'est même à Ontario que le plus gros diamant brut du Canada fut retrouvé, équivalent à 35 carats. Et forcément, Diancie étant à la fois portrayé autant dans ce film que dans le Pokédex comme étant capable de créer des diamants par sa simple volonté, c'était finalement un choix logique que de prendre le Canada comme source d'inspiration pour ce film. Mais pour revenir sur le film dans son ensemble, sachez dans un premier temps qu'il s'agit là du film possédant le plus d'antagonistes humains de la licence à ce jour, avec pas moins de 4 personnages différents. Par ailleurs, sachez que si au cours des précédents films, il était plutôt récurrent d'y apercevoir des maîtres Pokémon, des champions d'arène ou encore des génies extrêmes, il s'agit pourtant là du premier film de la licence à faire apparaître un membre de l'Elite 4 en la personne de Timéo. De plus, il s'agit là du premier film durant lequel les héros croisent la Team Rocket depuis Giratina et le Gardien du Ciel, qui par ailleurs était lui aussi sorti au Japon un 19 juillet, comme pour ce 17e film. Drôle de coïncidence, n'est-ce pas ? Pour autant, il faut savoir que malgré son excellent démarrage lors de son premier week-end de sortie japonaise, détrônant au passage le film d'un certain studio Ghibli nommé Les Souvenirs de Marnie, ce film aura malgré tout drastiquement chuté par la suite, ayant carrément le 2e pire score au box-office japonais de la licence, derrière un certain Celebi, La Voix de la Forêt. Et pour revenir très brièvement sur le point précédent, et car je m'amusais régulièrement à le souligner, sachez qu'il s'agit là du premier film depuis Pokémon Ranger et le Temple des Mers dans lequel le fameux duo mère-fille, qui effectuait toujours une petite apparition plus ou moins discrète, n'est tout simplement pas présent ici. Avant de conclure, et histoire de rester dans cette optique des éléments non présents dans ce film, on peut évidemment revenir sur la bande-son de ce dernier qui aura subi énormément de changements entre ses versions japonaises et internationales. Et oui, je vous en avais déjà parlé lors de ma review du film précédent, alors que c'était pourtant devenu une habitude de garder la bande-son japonaise de chaque film depuis le 4e tout de même. Cependant ici, la Pokémon Company aura ainsi décidé de produire de toutes nouvelles musiques, que ce soit concernant les films ou bien même l'animé principal. Alors clairement, je ne compte pas revenir en détail là-dessus ou bien même provoquer un énième débat inutile sur le sujet à base du fait que les musiques japonaises sont bien meilleures ou autres. Mais on pourra tout de même noter malgré tout que pour notre version française, on peut ainsi retrouver Jean-Marc Anthony Cabella qui réinterprétera le remix du tout premier générique de Pokémon comme à la grande époque, histoire de bien évidemment jouer sur la corde nostalgique. Cependant, et concernant le générique de fin de ce film, je dois bien avouer que celui-ci me laisse clairement indifférent contrairement à sa version japonaise, qui pour le coup est une chanson de scandale, à savoir mon groupe de musique favori. Alors forcément, je suis sans doute un peu biaisé sur ce point-là. Et enfin pour finir, selon vous, ce film est-il considéré comme étant canon ? Eh bien figurez-vous que non, pour la simple et bonne raison que lors d'un épisode de la génération XY intitulé Course d'orientation dans le brouillard, les héros rencontrent Xerneas mais ne le reconnaissent pas. Alors certes, cet épisode pourrait très bien se dérouler avant ce film, expliquant ainsi la chose et provoquant un doute par la même occasion. Cependant, et beaucoup plus tard, près de la fin de la génération, et lors d'un épisode nommé Un diamant brut, les héros tombent nez à nez avec un groupe de Stracy, mais là encore, ils ne les reconnaissent pas. Par conséquent, le doute est dissipé et le constat est plutôt évident, ce film n'est tout simplement pas considéré comme étant canon. Pour conclure, je dirais que c'est un film possédant de nombreuses idées très simplistes, mais qui fonctionne suffisamment bien pour être divertissant malgré tout. Cependant, et même si la mise en avant de Diancie ainsi que la morale de son parcours sont foncièrement assez réussies, j'ai toujours du mal à titre purement personnel avec l'exécution de cette aventure, que je trouve assez lourde pour pas grand chose au final. Cela dit, ce film aura tout de même le mérite de proposer de nombreuses scènes de contemplation puisqu'il s'agit d'un voyage justement, mais également des scènes de tension véritablement efficaces pour le coup, notamment grâce à ses nombreux antagonistes plus ou moins charismatiques, mais aussi et surtout grâce à la présence d'Yveltal encore une fois. Mais bien évidemment, vous êtes parfaitement libre d'avoir votre propre opinion sur le sujet, et c'est ainsi que je vous pose la question justement. Alors qu'avez-vous pensé de ce film, de ce voyage, de cette aventure ? Et si le premier film de la 6ème génération s'avère être un constat plutôt mitigé pour ma part, nous ne pouvons qu'espérer que le prochain m'aura fait meilleure impression. Ou pas.